Depuis octobre 2023, le Moyen-Orient est le théâtre d'une escalade de tensions sans précédent. Le conflit opposant Israël à Gaza a déjà engendré des pertes humaines, des déplacements massifs et des impacts économiques considérables sur l'ensemble des pays de la région. Toutefois, la perspective d'une guerre généralisée suscite des inquiétudes croissantes dans un contexte de prochaines représailles iraniennes et du Hezbollah suite à l'assassinat de Haniyeh à Téhéran et de Fouad Chokor à Beyrouth. Il convient donc d'examiner les conséquences potentielles d'un tel conflit pour Israël en s'appuyant sur les données et les estimations disponibles et avec des comparaisons par rapport à la guerre entre Israël et le Liban en 2006, d'autant plus que le gouvernement libanais a révélé la semaine dernière deux scénarios de crise, un scénario contrôlé et un scénario de conflit non contrôlé. Les données qui vont suivre sont toutes issues de données publiées par la presse israélienne elle-même. Les pertes humaines et civiles ainsi que les déplacements de population. Depuis le déclenchement des hostilités en octobre 2023, Israël a déploré plus de 1478 morts, dont 1139 civils. Des centaines de soldats israéliens ont perdu aussi la vie dans des opérations en cours à Gaza et le bilan effectif n'a pas encore été officiellement publié par les autorités israéliennes. En termes de déplacement de population, en 10 mois de conflit, plus d'1 million d'Israéliens ont fui le pays par crainte d'une escalade. De plus, dans le nord, il y a eu activation du front justement à ce niveau-là et Israël compte déjà plus de 100 000 déplacés internes. Au niveau de son impact économique, depuis le 7 octobre 2023, le conflit a duré environ 10 mois donc, et soit 300 jours. Il a un coût estimé de 1 milliard de shekels par jour, donc environ de 300 milliards de shekels, soit environ 73,8 milliards de dollars. À titre de comparaison, justement, la guerre de 2006 a coûté à l'économie israélienne environ 3,5 milliards de dollars. Donc le conflit à Gaza est beaucoup plus important au niveau économique. Les coûts économiques actuels sont beaucoup plus élevés, donc reflétant justement budget et croissance économique. Face à ces dépenses colossales, Israël a dû réviser son budget national, anticipant une augmentation significative de son déficit. En 2006, bien que l'économie israélienne ait subi un coup dur, elle avait pu se redresser rapidement après la guerre. Et on voit que la prolongation du conflit actuel, juste pour Gaza, et l'ampleur des destructions pourraient amener à une récession en 2024, un scénario beaucoup plus sombre pour Israël par rapport à 2006. Dans l'hypothèse d'une escalade impliquant Israël, les conséquences humaines et militaires ainsi qu'économiques pourraient être donc beaucoup plus dévastatrices, avec un conflit qui pourrait durer au moins 3 mois, bien plus long que les 34 jours de la guerre de 2006. Côté civil, plus de 5000 morts pourraient être déplorés, surtout si les attaques ciblent des grandes villes et des infrastructures critiques. À titre de comparaison, en 2006, il y a eu 46 civils israéliens qui ont été tués, et ce chiffre montre justement une intensification dramatique des hostilités et des pertes civiles potentielles plus importantes dans un contexte de conflit généralisé. Pourquoi? Avec un arsenal renforcé du Hezbollah, les experts estiment que les pertes civiles pourraient se compter en centaines, voire en milliers en cas de conflit majeur, notamment si les zones densément peuplées sont ciblées. Si en 2006, environ 300 000 Israéliens ont dû fuir le nord du pays, les déplacements massifs actuels, il ne faut pas oublier qu'il y a 100 000 personnes qui ont été évacuées aujourd'hui, mais il y a 1 million d'Israéliens qui ont déjà fui Israël, et donc il y a une exode majeure de nombreux Israéliens ayant la double nationalité ou non. On peut imaginer qu'un déplacement interne de la population sera encore plus important en cas de conflit généralisé. Au niveau militaire, entre 2000 et 3000 soldats israéliens devraient périr selon les estimations actuelles, surtout si les combats au sol s'intensifient. Et en comparaison, le Hezbollah pourrait subir des pertes estimées entre 5000 et 8000 combattants. Donc on voit bien que le ratio de pertes serait plus élevé chez le Hezbollah, mais beaucoup moins élevé que dans les guerres précédentes. En 2006, en effet, le Hezbollah avait perdu environ 500 à 600 combattants, ce qui signifie que le conflit actuel pourrait être beaucoup plus meurtrier pour les forces en présence. Mais le mouvement chiite a aussi acquis une expérience au combat plus importante, induite par la guerre civile en Syrie. Il a aussi acquis du savoir-faire sur de nouvelles technologies, l'utilisation de drones, etc. et dispose d'une profondeur géographique plus importante aujourd'hui. Si on compare donc les chiffres avec ceux des autorités libanaises qui s'attendent à 50 000 morts en cas de scénario non contrôlé, on voit bien que le bilan civil israélien est moins élevé parce que les Israéliens sont mieux équipés au niveau bunker alors que le Liban n'a jamais eu de politique
politique visant à offrir des bunkers à sa population, et aussi que les Israéliens utilisent des bombes de 900 kilos de manière plus généralisée, qui sont beaucoup plus létales au final, comme on le voit à Gaza, que les missiles du Hezbollah qui ont un pouvoir pénétrant moins important. Israël fait donc face à des difficultés majeures pour pouvoir pénétrer les lignes de défense comme en 2006. Ces difficultés révèlent une situation où les règles du jeu semblent un peu avoir changé, notamment en raison des faiblesses observées dans le système de défense antiaérien israélien. Ces faiblesses exposent le pays à des risques accrus, modifiant la dynamique du conflit. Et l'autre chose à noter, c'est que les tensions entre le Hezbollah et Israël sont palpables. Des mesures de réciprocité ont été établies par le Hezbollah. Si Israël cible l'aéroport de Beyrouth, le Hezbollah menace de bombarder l'aéroport Ben Gourion. Si Tel Aviv vise Beyrouth, il y aura réciprocité sur Tel Aviv. Le port de Haïfa, qui contient des produits chimiques et des plateformes pétrolières israéliennes, pourrait être également ciblé en cas de représailles à des attaques sur les centrales électriques ou le port de Beyrouth côté libanais. Et le Hezbollah a également indiqué dans son discours que les Israéliens pourraient perdre jusqu'à 150 milliards de dollars si les infrastructures économiques, les usines, les biens productifs au nord étaient détruits. En outre, le Hezbollah pourrait également cibler des installations aériennes clés, empêchant ainsi Israël de mettre en œuvre une suprématie aérienne, ce qui porterait un coup sévère pour la stratégie militaire israélienne, et mettre ainsi fin à sa suprématie aérienne. Donc, ce qui nous amène à examiner les points suivants. La vulnérabilité, justement, au côté Israël. Depuis l'escalade des tensions en octobre 2023, Israël se prépare activement à un conflit majeur avec le Hezbollah, qui possède un arsenal de roquettes et de missiles capable justement de frapper en profondeur tout le territoire israélien. En 2006, le Hezbollah avait environ tiré 4000 roquettes sur Israël. Il avait déjà provoqué des dégâts matériels majeurs. Aujourd'hui, avec un arsenal plus sophistiqué, des capacités de frappe plus précises, le Hezbollah pourrait causer davantage de dommages. On voit d'ailleurs justement des drones du Hezbollah survoler de manière effective des sites majeurs en Israël, comme le port de Haïfa par exemple. Le Hezbollah peut cibler précisément des centrales électriques, des raffineries, des réseaux de communication, autres que les cibles militaires. Des frappes sur ces infrastructures pourraient également entraîner des coupures d'électricité prolongées, impactant des foyers, des services essentiels comme les hôpitaux. Au Liban, justement, la totalité de l'électricité est désormais fournie par des générateurs privés. Israël n'a pas l'habitude à recourir à des solutions d'urgence à une grande échelle. Cette dépendance aux infrastructures nationales pourrait compliquer la gestion d'une crise énergétique. Le système libanais, plus fragile, coûteux, mais plus résilient face aux coupures prolongées, permet justement d'assurer une continuité des services essentiels malgré des conditions extrêmes. Si on vient maintenant à l'impact économique d'un conflit avec le Hezbollah, les projections sont alarmantes. Un conflit prolongé avec le Hezbollah pourrait coûter à l'économie israélienne jusqu'à 111 milliards de shekels, 30 milliards de dollars. Et encore, ce n'est que pour un mois. Ce montant inclut des dépenses sécuritaires, des coûts de réparation, d'infrastructures, l'aide aux civils déplacés, des pertes de productivité, etc., etc. Donc, un coût beaucoup plus important, 10 fois plus que le conflit de 2006. Et ce coût pourrait être encore plus important, 150 milliards de dollars, si Hassan Nasrallah, en fait, réalise les promesses du Hezbollah de frapper des infrastructures économiques majeures, des usines, des biens de productifs, etc., etc. La croissance économique pourrait subir un coup dur, une contraction économique importante devrait se produire, affectant le niveau de vie des Israéliens. Face à ces scénarios de catastrophe, une opposition significative est née à une guerre totale en Israël. Les responsables du renseignement, des responsables militaires, des acteurs économiques majeurs expriment des réserves profondes quant à un tel scénario. Ils craignent que des conséquences humaines, militaires et économiques soient insoutenables en fin de compte pour Israël. Les coûts directs, les coûts d'une déstabilisation prolongée, les pertes potentielles en vie humaine sont jugés trop élevés pour eux. Ils menacent non seulement la sécurité nationale, mais aussi la stabilité économique, sociale. Cette opposition rappelle que les tensions croissantes, une escalade vers une guerre totale, pourrait entraîner des conséquences justement irréparables pour Israël et la région. Mais malheureusement, on a des dirigeants politiques comme Benjamin Netanyahu qui ne semblent pas être très rationnels dans une prise de décision et leur compréhension des risques pour Israël. Et ils font justement passer leurs intérêts de survie politique avant ceux du pays. Et on a particulièrement vu cela
par rapport aux récentes actions israéliennes, comme le bombardement du consulat iranien à Damas, l'assassinat de Haniyeh à Téhéran, etc., etc. Ces opérations, qui sont très spectaculaires, en fin de compte, risquent de provoquer une escalade incontrôlée avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour eux. Un conflit généralisé au Moyen-Orient impliquant Israël aurait des conséquences justement qui seraient non seulement immédiates, mais aussi à long terme et qui ne sont pas justement prises en compte dans ces projections. En parlant de conséquences à long terme, 1 million d'Israéliens ne choisissent aujourd'hui de ne pas revenir en Israël. Et il est crucial de souligner que de nombreux Israéliens ont émigré en Israël, non pas par idéologie sioniste, mais en raison d'un sentiment d'insécurité justement dans leur pays d'origine, pour recommencer une nouvelle vie, sur fond d'incitation financière offerte par le gouvernement israélien pour coloniser. L'offre de sécurité, qui était l'une des principales motivations pour ces émigrations, s'est effondrée avec les événements récents et l'absence de perspectives de paix avec les pays arabes. Cette situation, justement, pourrait provoquer une désillusion profonde et inciter de nombreux citoyens à quitter Israël pour revenir justement dans leur pays.